Les États-Unis ont déjà prévu de quoi se donner un petit coup de pouce, un petit avantage, un système conçu pour brouiller les satellites russes et chinois dès les premiers stades du conflit. Alors ça s'appelle Meadowlands et il entrera en service dès l'année prochaine, c'est-à-dire en 2025. On parle de 32 complexes au total. Aurélien Duchesne, qu'est-ce que c'est au juste? Il faut nous aider à comprendre. D'autres satellites qui vont en fait brouiller les autres. Comment moi ça je comprends fonctionne? pas trop là. Justement, le but serait de rendre sourdes et aveugles les armées russes et chinoises par satellitaire. Parce qu'elles ne se basent que sur le satellite, pour se guider, pour... Oui, enfin, on ne pourrait pas totalement les rendre sourds et aveugles, mais ça y contribuerait. Le système GLONASS des Russes ou satellitaire Beidou côté chinois, comment ça marcherait ensuite? Vous avez évidemment un satellite russe ou chinois qui va être un signal. Ce signal sera détecté par Meadowlands, qui va ensuite lui émettre un contre-signal tellement puissant qu'il va rendre inopérant de manière temporaire le satellite adverse. Un peu comme sur une radio en fait. Oui, et le grand avantage de ça, cet aspect, c'est que les États-Unis se sont interdits depuis 2022 les armes dites ASAT, c'est par exemple des missiles qui partiraient de la Terre pour aller taper en orbite basse, c'est-à-dire 800 km de distance, un satellite. Le gros problème, pour terminer là-dessus, des armes dites ASAT, c'est le syndrome de Kepler, c'est-à-dire que vous avez un satellite qui en pète un autre, et à la fin, vous avez tellement de débris qu'on ne peut plus rien envoyer dans l'espace. Terme de Gravity que j'ai pas vu, mais que je me suis spoilé. Mais donc... l'intérêt de ça, côté américain, c'est qu'ils ne transigent aucune règle internationale et ils évitent donc le syndrome de Kepler. Bon, Michel Goya, si je comprends bien, ça serait opérant en 2025, ce brouilleur de satellites. Est-ce que c'est véritablement une innovation ? Le brouillage de satellites depuis le sol, probablement. Ça vous semble inédit? Oui, effectivement. Alors, il y a des tas de systèmes qui ont été... c'est un vrai enjeu. Hein, la couche satellitaire, notamment basse. Les armées modernes sont tellement dépendantes maintenant des liaisons satellites que c'est devenu forcément un enjeu. Donc, on a imaginé des tas de trucs pour taper sur les satellites. Aurélien l'évoquait. Hein, on a imaginé il faut rappeler que les Américains ont quand même fait exploser des armes nucléaires dans l'espace au début des années 60 et voilà, oui, ils ont fait plusieurs mégatonnes, plusieurs millions de tonnes dans l'espace. Et c'est à cette occasion qu'ils se sont rendus compte un peu des phénomènes particuliers que ça provoquait, notamment qu'il n'y a pas de souffle, d'abord. En revanche, ça a provoqué... Oui, d'accord, ça n'a pas de souffle, donc ça aide. Oui, il n'y a pas de souffle. Donc, c'est-à-dire que déjà, vous ne pouvez pas détruire puisqu'il n'y a pas d'air. Donc, en revanche... Oula. Oui, donc vous ne pouvez pas détruire des satellites. C'est difficile à se représenter, mais on a compris. En revanche, ça provoquait une impulsion électromagnétique et en faisant ces expériences, ils se sont complètement brouillés eux-mêmes toute leur communication. Ils ont détruit d'ailleurs tous les satellites, la moitié des satellites de l'époque. En faisant grosse bourde quand même. Voilà, mais donc je veux dire, c'est quand même assez délicat. Effectivement. Alors on peut les taper depuis le sol. Il y a des systèmes laser qu'on imagine aussi pouvant frapper dans l'espace. Alors toujours plutôt en basse couche, orbite basse. Voilà, vous pouvez envoyer des avions avec des missiles. Et puis surtout, rappelez-vous, en juin, c'est la Russie qui avait mis en orbite le satellite Cosmos 2576. En fait, ils voyaient ça, les États-Unis, comme une menace parce qu'en fait, ce satellite, il était capable apparemment d'attaquer d'autres satellites. Et c'est contre ça, en fait, qu'on veut lutter aujourd'hui. Oui, absolument. C'est ce que je voulais dire d'ailleurs, c'est que les Américains avaient accusé les Russes d'avoir un satellite tueur et tueur d'autres satellites, et effectivement... Eh bien, eux, ils ont un satellite brouilleur, si je comprends bien. Une fois qu'un satellite est tué... C'est même presque un satellite brouilleur de satellites tueur d'autres satellites. C'est ça. Le problème technique, cela dit, si les Américains déploient cette technologie-là, les Russes vont la déployer aussi et les Chinois aussi, puisqu'ils ont... Non, mais Michel Goya, donc c'est quoi? On est en train de regarder maintenant, de faire face à une guerre des satellites, c'est ça? Oui, alors c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau, mais elle se complexifie, elle se modernise, elle est rendue plus puissante, n'est-ce pas? Bien sûr, et plus nocive. Non, mais bien sûr, nous aussi, Français, nous investissons d'ailleurs dans ce champ. Est-ce que nous y arrivons, nous, Français? C'est un champ, oui, parce qu'on a quand même une expertise en la matière. Mais c'est un vrai champ d'affrontement, oui, effectivement. Yoann Briand, alors là, encore une fois, les États-Unis disent bien, on va viser les satellites russes et chinois, qui jusque-là n'ont rien demandé dans cette histoire de guerre avec l'Ukraine. Oui, de toute façon, ils sont toujours un peu une cible indirecte. Dans un sens, d'ailleurs, c'est un peu le seul avantage qu'ils peuvent tirer de la situation actuelle, en fait, c'est que déjà les ressources que la Corée du Nord investit en Ukraine sont des ressources qu'elle n'est pas en mesure d'investir dans une attaque hypothétique contre le Sud. Vu qu'elle a des capacités qui sont limitées, partirait du principe que ça éloigne le spectre d'un conflit direct, même s'il y a des tensions à l'heure actuelle. Et aussi, tout dépendra éventuellement de ce qui se passe le 5 novembre, mais
l'intensification du conflit en Ukraine, avec d'autres acteurs qui interviennent, surtout si la Corée du Sud intervient aussi, ça pourrait pousser les États-Unis, essentiellement surtout si c'est Kamala Harris, à investir davantage en Ukraine et donc à dégarnir un petit peu mathématiquement, en tout cas à ralentir l'implication des États-Unis dans l'Indo-Pacifique. Et justement, la Chine est actuellement en train de s'impliquer un peu davantage, en tout cas de durcir ses positions. Et donc, c'est un peu un effet aussi positif, mais très très indirect quand même. Elsa Vidal, est-ce que vous pensez qu'avec cette potentielle participation des soldats de la Corée du Nord sur une guerre en Europe, dans une guerre en Europe, eh justement l'Europe va modifier sa perception de la Corée du Nord? C'est fort probable qu'il y ait une prise en compte beaucoup plus de ce danger que représente la Corée du Nord, qui est quand même perçue, et à juste titre, je pense, comme un proxy de la Chine et de la Russie. Et je pense aussi que ça va certainement déterminer Joe Biden à peut-être réaffirmer un soutien qu'il avait quand même commencé à affaiblir ou dans lequel il n'investissait plus autant. Donc paradoxalement, ça peut justifier un réengagement des alliés européens, américains aux côtés de l'Ukraine à un moment où quand même on sent flotter une forme de découragement et d'incapacité à entrevoir une issue positive pour l'Ukraine. Oui.